Cette fois, c'est fait. Didier Schuller est arrivé en France. Il est actuellement dans le bureau du juge et pourrait être placé en détention. Exclusivité France 2, nous étions avec lui dans l'avion qui l'a ramené de Saint-Domingue. Les Français, pas encore mûrs pour raisonner en euros. Le ministère de l'économie demande aux commerçants de conserver le double affichage des prix au-delà du 17 février, au moins jusqu'à la fin juin. Un document sur la loi islamique au Nigeria, la charia, y est appliquée au quotidien depuis 2 ans. La communauté internationale se mobilise, c'est l'enquête de cette édition. Elle avait été sifflée au Stade de France, elle est réhabilitée à l'école. 72 000 exemplaires de ce livre CD sur la Marseillaise seront distribués dans les classes. Un disque où figurent toutes les versions connues, y compris celle de Serge Gainsbourg. L'événement cinéma 8 femmes, le film de François Ozon sort demain. Un huis clos policier est décalé avec un casting impressionnant. Aucun rôle masculin, mais beaucoup des plus grandes actrices françaises. L'événement aussi sur ce plateau, 2 d'entre elles, Catherine Deneuve et Fanny Ardant, sont avec nous. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir à vous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, quelques mots du temps très agité sur l'ensemble du pays. Tempête hier, coup de vent aujourd'hui, restez prudents demain encore. Des bourrasques, de la pluie, de la neige et parfois des orages sont annoncés sur une bonne partie du territoire, y compris dans le sud. Patrice Drevet y reviendra en détail à la fin de ce journal. Au Sables d'Olonne, dans une mer très agitée, un bénévole de la Société de sauvetage en mer s'est noyé en tentant de porter secours à un surfeur. Jacques Deveau, Michel Hiver. L'accident s'est déroulé devant la plage des Sables d'Olonne, à quelques mètres seulement du rivage. Un témoin ayant aperçu un surfeur en difficulté alerte les secours. Cette vedette de la SNSM se rend sur zone dans une mer formée. Sur le front de mer, badauds et commerçants suivent l'intervention. Le bateau, à un moment, s'est arrêté juste en face, là, et on voyait qu'il avait peut-être trouvé quelque chose. Et puis, tout d'un coup, avec une vague, il s'est retourné. Il est revenu sur sa coque. Ça a duré peut-être l'espace de 2 secondes. 2 secondes, mais un homme d'équipage tombe à la mer et se noie. La plage des Sables d'Olonne est un lieu très fréquenté par les surfeurs. Ce matin, la mer était haute, d'imposants rouleaux se brisaient sur la plage. Je sais que ce sont des temps qui sont assez appréciés pour les surfeurs, les véliplanchistes, assez expérimentés, mais le danger existe, le danger est toujours là. Et quand on met sa vie en danger, il faut savoir aussi que l'on peut mettre en danger la vie des autres. Et c'était là ce qui s'est passé. Quant aux surfeurs en difficulté, les sauveteurs n'ont aucune nouvelle. Aucun corps n'a été repêché, aucun matériel récupéré. Mais il a peut-être regagné le rivage sans se rendre compte du drame qui se déroulait. En bref, le commandant second du cargo qui s'était échoué aux abords de l'île Molène, dans le Finistère, il y a 3 mois, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ce marin russe s'était endormi après avoir désarmé une bonne partie des alarmes, laissant le cargo se rapprocher des côtes, alors que le temps était parfaitement clair. Il était le seul des 15 hommes d'équipage à être poursuivi. C'est donc la fin de 7 ans de cavale. Didier Schuller est en France depuis la mi-journée. Appréhendé dès son arrivée, il est toujours, à l'heure qu'il est, interrogé à Créteil par le juge Van Dingenen, chargé de l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine. Didier Schuller a finalement embarqué hier soir à bord d'un vol Air France et à l'issue d'un jeu de piste destiné à semer les journalistes. L'une de nos équipes, avec Tristan Lebras, a tout de même pu monter à bord et approcher l'ancien élu. Le film d'un retour, commentaire Olivier Caroff, Audrey Goutard. C'est au policier venu l'arrêter que Didier Schuller demande de prendre son sac. À cet instant précis, il n'est plus un fugitif. L'avion des lignes régulières d'Air France qui le ramène de Saint-Domingue vient d'atterrir à Roissy. Il est 13h05, c'est la fin de 7 ans d'exil. Oui. Merci pour tout. Merci. Ces dernières heures de liberté, Didier Schuller les a passées au fond de la classe affaires. Du voyage. Avec lui, quelques journalistes, des photographes et notre équipe. Didier Schuller fait d'abord mine de découvrir ce qu'à Paris, on écrit sur lui. C'est du dégoût, ouais. C'est triste. Didier Schuller ne rentre pas seul. À ses côtés, son avocat dominicain. Ensemble, ils ont préparé les modalités de son retour, la fin d'une cavale que certains magazines qualifient de dorée.
Il le sait, c'est son propre fils Antoine qui l'a dépeint en pacha et dévoilé sa cachette. Pour Didier Schuller, Antoine est manipulé par une secte. S'il revient en France, c'est, dit-il, pour libérer son fils de cette emprise. Ce qu'il a dans la tête, parce qu'il y a quoi qui me fait? Je suis pas sûr d'arriver. J'ai rencontré des gens à la Stérénas. Dès qu'on aborde le reste, les marchés truqués des HLM des Hauts-de-Seine, le financement du RPR... Il précise seulement qu'il n'a pas l'intention de revenir définitivement en France. Il a refait sa vie à Saint-Domingue. Il compte bien y retourner un jour. Avant l'atterrissage, l'équipage lui offre une dernière douceur. Les heures qui viennent s'annoncent mouvementées pour Didier Schuller. L'avion le dépose sur une piste isolée. Aussitôt, sous bonne escorte policière, il prend la direction de Créteil. Là, au tribunal de grande instance, le convoi s'engouffre dans l'entrée réservée aux détenus. Dans quelques minutes, l'ancien conseiller général des Hauts-de-Seine va se retrouver devant un juge d'instruction. Ce juge qui, depuis 7 ans, a bien des questions à lui poser. L'interrogatoire dure maintenant depuis plus de 3 heures. Et il continue donc en ce moment même. Alors, 2 questions pour bien comprendre. Quels sont les faits précis reprochés à Didier Schuller et son retour a-t-il été négocié en coulisses? La première question d'abord, les affaires dont doit répondre l'ancien élu. Le détail, Zindine Boudaoud. Didier Schuller au sommet de sa carrière politique. Il est élu conseiller général des Hauts-de-Seine. Il savoure sa victoire en famille, sa compagne et son parrain politique, Patrick Balkany, le député maire de Levallois-Perret. L'amitié des 2 élus RPR est mise à l'épreuve par Éric Alphen. Le juge enquête sur le trucage des marchés publics des HLM du département, dirigé par Didier Schuller et Patrick Balkany. La justice soupçonne l'existence d'un système de commissions occultes. Pour obtenir des marchés, les entreprises payaient des pages de publicité à des tarifs prohibitifs dans le Clichois, le journal de campagne de Didier Schuller. Un système avec lequel l'ancien conseiller général prend aujourd'hui ses distances. Ça fait 7 ans que je porte le chapeau, ça suffit comme ça. Pour donner une image, quand il y a un problème dans un avion, on peut mettre en cause la compagnie, on peut mettre parfois le pilote en cause. En tout cas, je pense qu'il est extrêmement rare qu'on s'attaque au chef de cabine. Bien moi, dans le problème des HLM de la région parisienne, j'étais un chef de cabine. Une métaphore pour évoquer à mots couverts le RPR et ses principaux chefs, entre autres Charles Pasqua et Patrick Balkany. Vous voyez, moi, ça n'a pas changé. Patrick Balkany, dont les avocats demanderont demain l'annulation de toute la procédure, un espoir que partagent sans doute les responsables du mouvement gaulliste. Seconde question maintenant, ce retour a-t-il été arrangé pour des raisons politiques? Je ne reviens pas pour régler des comptes, mais pour rendre des comptes, a déclaré l'intéressé au journal Le Monde, quelques heures avant d'embarquer. Mais plusieurs dirigeants de l'opposition, Alain Juppé le premier, le week-end dernier, voient dans ce calendrier une manœuvre destinée à leur nuire. C'était l'objet aujourd'hui encore de nombreux échanges à l'Assemblée et ailleurs. Philippe Boissry, Joseph Bachtik. C'est un travail d'honnêteté, de précision et de rigueur que nous sommes engagés, et non pas les misérables accusations que vous portez contre nous. Cet après-midi à l'Assemblée, droite et gauche se sont invectivés, mais pas sur l'affaire Schuller. Du calme. Dans les couloirs, rares sont les ténors de l'opposition à se risquer aux commentaires. Il y a les démineurs. Je pense qu'il y a des coïncidences qui sont troublantes et que je ne voudrais pas que le calendrier judiciaire se juxtapose au calendrier électoral. Ce n'est pas digne d'une démocratie. Il y a les offensés. Nous n'acceptons pas que notre intégrité soit mise en cause à cause de quelqu'un qui n'est qu'un escroc et qui mérite effectivement que la justice soit très forte vis-à-vis de ce qu'il a fait. Et il y a les offensifs. Les socialistes, eux qui pendant des années ont travaillé à côté de François Mitterrand, devraient avoir l'habitude des odeurs nauséabondes. À gauche, on se contente de saluer de façon un peu sibylline le retour d'un homme recherché par la justice. Chacun devrait s'en féliciter plutôt que de monter je ne sais quel scénario invraisemblable, d'ouvrir je ne sais quelle polémique, comme si certains avaient à redouter des possibles révélations de ce monsieur Schuller que personne, en tout cas au Parti Socialiste, ne connaît. Quant à Alain Juppé, après sa sortie tonitruante du week-end, il a choisi de ne plus dire un seul mot, ni un petit, ni un gros. Bonsoir Michel Fine, vous êtes à Créteil devant le palais de justice. Alors de quels éléments dispose-t-on en fait pour répondre à cette question? Y a-t-il eu négociation pour arranger ce retour? Y a-t-il eu manipulation?
Alors, négociation, oui, mais pas pour arranger visiblement quoi que ce soit. Didier Schuller a négocié son retour directement avec l'ambassade de France à Saint-Domingue. Il ne voulait pas rentrer entre deux policiers. Il ne voulait pas rentrer en France selon la procédure de l'extradition. Il a choisi la date et l'heure de son départ. Et donc, il a négocié cela directement de façon très technique avec l'ambassade de France. Maintenant, la seconde question, c'est y a-t-il eu manipulation? En gros, est-ce que la gauche a voulu se servir de Didier Schuller pour embêter la droite en pleine campagne électorale? Il faut toujours se méfier dans ces dossiers parce qu'on ne voit pas toujours d'où viennent les coups, mais en l'état des informations dont nous disposons aujourd'hui, la réponse est plutôt non. Ce que l'on sait, et ce que dit l'entourage de Didier Schuller, que Jeanne Assouline a rencontré cet après-midi, c'est que Didier Schuller avait l'intention de rentrer déjà depuis plusieurs mois, depuis 8 mois. Il aurait envoyé des signaux à ses anciens amis politiques parce qu'il n'avait plus d'argent pour vivre à Saint-Domingue et il n'aurait pas reçu de réponse. Donc il aurait décidé de rentrer en France pour solder ses comptes avec la justice. Les déclarations fracassantes de son fils Antoine Schuller à la presse auraient précipité ce retard. Alors pourquoi Antoine Schuller a-t-il dénoncé son père? Aujourd'hui il dit que c'est parce qu'il suspecte son père d'appartenir à une sorte de mafia internationale. Est-ce qu'il est mu par des considérations politiques? Il dit que non. Je vous propose de l'écouter. Je ne fais partie d'aucune secte ni d'aucun parti politique. Et pour ce qui est du Parti Socialiste, en l'occurrence le gouvernement actuel, il a été prévenu à maintes reprises. On leur a laissé plusieurs ultimatums pour qu'ils me répondent ou qu'ils agissent. Ils n'ont rien fait. Pour moi, que ce soit le Parti Socialiste ou le RPR, sont les mêmes. Alors dernière question, peut-être la plus problématique, c'est le choix du nouvel avocat de Didier Schuller. Autrefois, il était défendu par un avocat proche du RPR. Aujourd'hui, il vient de prendre un avocat que l'on dit proche du PS, Jean-Marc Fédida, qui est un ami du député socialiste Arnaud Montebourg. Alors, est-ce qu'il y a tentative de récupération du Parti socialiste derrière cela? Didier Schuller lui répond non. Il dit qu'il a choisi un technicien, quelqu'un qui connaît très bien les dossiers HLM. Effectivement, Jean-Marc Fédida les connaît très bien puisqu'il défend l'ancien numéro 2 de l'OPAC, l'Office HLM de Paris. Toujours est-il que l'entrée de Jean-Marc Fédida dans ce dossier qui pourrait toucher de très près le financement du RPR inquiète beaucoup aujourd'hui la droite. Merci Michel, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette affaire. Vous nous rappelez, bien entendu Michel, en cas de nouveaux développements. Politique et justice encore, dans le dossier de la maison de Lionel Jospin sur l'île de Ré, le procureur de La Rochelle décide de classer l'affaire sans suite. L'acte de vente ne présente aucune irrégularité et la maison a été achetée au prix du marché, indique en substance le parquet. L'incendie géant depuis hier d'un dépôt de millions de pneus à Artex en Saône-et-Loire. L'épaisse fumée noire est visible à des kilomètres à la ronde. Une trentaine de riverains ont dû être évacués. Conviction des enquêteurs, il s'agirait d'un incendie criminel. Thomas Dandois. 7000 mètres carrés de pneus partis en fumée et cela continue. Encore aujourd'hui, les pompiers ont lutté contre des regains de flammes situés juste au-dessous de la surface. C'est un incendie, comme vous pouvez le voir encore, qui est latent, qui est long et qui va demander au moins quelques dizaines d'heures. Depuis plusieurs années, le stock faisait l'objet d'un litige. Pour les enquêteurs, il s'agit vraisemblablement d'un acte de malveillance contre le propriétaire. Un homme a d'ailleurs été entendu comme témoin aujourd'hui. En moins de 24 heures, 4 millions de pneus se sont volatilisés dans un immense brasier. À des kilomètres à la ronde, une longue colonne de fumée opaque a cisaillé le fil de l'horizon. Pour trouver le foyer et connaître de nouveaux indices sur son origine, les enquêteurs n'auront d'autre choix que d'attendre l'extinction complète de l'incendie, pas avant demain. Les pompiers, justement, sont en colère. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté tout à l'heure devant l'Assemblée nationale. Un récent rapport parlementaire a mis le feu aux poudres, c'est le cas de le dire, en évoquant une armée mexicaine qui compterait plus de chefs que de simples sapeurs. Les pompiers parlent de propos blessants et méprisants. Ils s'inquiètent aussi de l'adoption prévue de mesures qui menaceraient, selon eux, leur profession. Illustration à Bordeaux avec Patrick Fandiot et Gilles Aymar. Vous êtes prêts? Oui. Attention pour lever, levez. Allez, envoyez-moi un cas. La routine. Secourir une personne victime d'un malaise, c'est 80% de l'activité de ces pompiers. Cet après-midi, l'intervention se déroule dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça tombe bien aujourd'hui puisqu'on a un effectif, disons, moyen au niveau du centre, mais des fois il faut faire appel aux volontaires. Et donc là, bon, mais c'est une question de temps, hein, donc on met beaucoup plus de temps à sortir, à partir en intervention. Et les volontaires risquent d'être de moins en moins nombreux. C'est du moins ce que craignent les pompiers. Le projet de loi qu'ils dénoncent prévoit une limitation des indemnités versées aux pompiers volontaires.
De quoi décourager les vocations. Sur 250 000 pompiers en France, 220 000 sont des volontaires. Si cette reconnaissance financière n'existe plus, il va y avoir une totale démobilisation de ces personnels qui entraînera obligatoirement une déficience du service public que sont les sapeurs-pompiers. Dans un rapport, le Sénat estime que les secours coûtent de plus en plus cher, beaucoup trop cher à la collectivité, d'où la réforme. Mais pour les pompiers, c'est une logique financière qui est inacceptable. En bref, la jeune fille de 19 ans disparue jeudi après-midi à la sortie de son lycée a été retrouvée saine et sauve ce matin. Apparemment, il ne s'agirait que d'une fugue, mais la lycéenne, légèrement handicapée, était toujours entendue en milieu de journée par la police. Affrontement à Corbeil-Essonnes hier soir dans la cité des Tarterets. 5 policiers ont été légèrement blessés, une quinzaine de voitures endommagées. À Vénissieux, près de Lyon, dans le quartier des Minguettes, la volonté des jeunes de la cité d'éviter les provocations. On a appris la semaine dernière que 2 Français talibans, prisonniers des Américains, étaient issus du quartier. Des inscriptions célébrant Ben Laden avaient alors fleuri sur les murs. Elles ont été effacées. Paul de Genève, Virginie Fichet. Ils ne veulent pas de ça chez eux et ils ont tenu à le faire savoir. Devant un groupe de journalistes, les jeunes de la cité des Minguettes ont fait disparaître ces graffitis qu'ils jugent déplacés et injurieux. La peinture, c'est Fedge Sassi qui l'a apportée. Son frère est en Afghanistan, prisonnier des Américains. Mais ici, à Vénissieux, il ne veut pas d'amalgame entre leur cité et les réseaux islamistes. C'est pour dire que ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est écrit dessus, qu'on trouve que c'est de la provocation, que je ne sais pas qui c'est qui a pu faire ça, ou ça se peut que ce soit quelqu'un qui n'a rien à voir, mais nous par rapport à ça, on montre qu'on n'est pas d'accord. À quelques centaines de mètres, dans une de ces tours, la mosquée du quartier. L'imam est le père de Mourad, l'autre jeune de cette cité détenu par les Américains, mais à Cuba celui-ci. Véritable déclaration ou acte gratuit, les auteurs de ces graffitis restent inconnus. Mais ici, aux Minguettes, ces messages n'ont pas le droit de citer. Demain, d'autres soldats de l'islamisme pourraient émerger des banlieues françaises et les moyens de les détecter sont trop limités. C'est la conviction d'un spécialiste dont la parole est rare, le juge Bruguière. Il s'exprimait à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un colloque organisé par l'association SOS Attentat. On l'écoute. La disparition d'Al-Qaïda n'aura pas d'effet sur le niveau de la menace. Je crois au contraire. La menace est en train d'émerger chez nous, dans nos cités. Et d'autres sanctuaires se profilent, notamment dans le Caucase. Je crois qu'on est confronté à une nouvelle situation qui est extrêmement inquiétante et que nous devons appréhender. L'euro et ce répit offert par le ministère de l'économie, il sera toujours possible de garder des points de repère en francs au moins jusqu'au mois de juin. Laurent Fabius recommande en effet aux commerçants de maintenir le double affichage des prix jusqu'à l'été. Séverine Lebrun, Christelle Jorion. Payer en francs, seuls quelques irréductibles le font encore, mais penser en francs, la majorité des consommateurs en sont toujours là, même s'ils font tout pour y échapper. J'ai arrêté de regarder en francs afin de pouvoir m'en sortir en euros. Bon, j'ai quelques repères, 10 francs, 100 francs, 200 francs, et c'est avec ça que je m'en sors. Alors évidemment, le double affichage, c'est utile, surtout pour les produits qu'on achète plus rarement. Il y a des choses que je retiens en euros, mais là j'ai du mal quand je vois par exemple ça, heureusement que c'est marqué en francs. Moi j'y comprends rien. J'arrive pas à m'y mettre. Et oui madame, apprivoiser l'euro peut mettre un certain temps. La moitié des consommateurs vont probablement réussir à avoir un système de prix en euros pour les produits courants en l'espace de 3 mois, 3-4 mois. Probablement qu'un tiers vont avoir besoin de 6 mois. Et puis, il va y avoir 10 à 15% de consommateurs qui, dans un an, seront encore à réfléchir avec des prix en francs. Il n'y a pas de secret, il va falloir se créer de nouveaux repères. Première leçon pour cette cliente, un caddie plein au supermarché, c'est environ 50 €.
Information encourageante, d'après la Commission européenne, la confiance revient chez les industriels. C'est ce qu'on appelle l'indice du climat des affaires. Il est reparti légèrement à la hausse en janvier, après une dégradation continue depuis juin 2000. Dans la foulée, Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, estime, je cite, que la France, comme l'Europe, est en train de sortir de la stagnation. Il y a des signes de reprise, dit-il. En Argentine, c'est exactement l'inverse. Le gouvernement prévoit une chute de 8% de la production au premier trimestre. Depuis des semaine, l'économie est asphyxiée. La journée de demain sera capitale. Les banques vont rouvrir leurs portes et les Argentins pourront à nouveau retirer de l'argent. Sur place, reportage Nathalie Moisan, Mathieu Drejoux. Les piqueteros, les coupeurs de route, ces chômeurs venus des banlieues de Buenos Aires sont les seuls à manifester aujourd'hui. Ils sont les premiers touchés par la faillite qui gagnent maintenant les classes moyennes. Avec la fermeture des banques, toute l'activité commerciale est ralentie. On nous a tout volé et maintenant on n'a pas d'autre choix que de recommencer à zéro. Car Buenos Aires est aujourd'hui une ville sans argent. Les commerçants sont obligés d'accepter des patacones, des bons en papier émis par le gouvernement pour pallier le manque de pesos. Pourquoi vous les acceptez? Parce que je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'argent et beaucoup de gens perçoivent leur salaire en patacones. Les distributeurs sont vides et les bureaux de change fermés. Seuls les retraités perçoivent leur pension. Ils ont annoncé qu'ils allaient payer les retraites. C'est la seule activité des banques aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur pour ça. C'est finalement dans les rues que l'activité financière est la plus visible. Sous l'œil des policiers, les pesos s'échangent contre des dollars au marché noir. Le vrai test pour le gouvernement sera demain avec la réouverture des banques. Les classes moyennes vont essayer de récupérer leurs économies. Le peso pourrait alors s'effondrer face au dollar et la crise s'aggraver. Flambée de violence en Algérie, 22 civils abattus ou égorgés la nuit dernière dans l'ouest du pays, dont 13 membres d'une même famille. Confirmation donc de la reprise des massacres. On compte 40 morts en 5 jours. Bilan très lourd aussi à Lagos, capitale économique du Nigeria. Au moins 100 morts en 4 jours d'affrontements interethniques. Le Nigeria, où l'une de nos équipes a enquêté sur l'application de la loi islamique. Quelques points de repère d'abord. Il s'agit du pays le plus peuplé d'Afrique, 120 millions d'habitants, un pays riche en ressources, mais fragilisé depuis longtemps par des conflits ethniques et religieux. Dans le nord, les musulmans sont majoritaires et la charia a été réintroduite il y a 2 ans, comme en Afghanistan ou en Arabie Saoudite. On lapide les femmes adultères et on tranche les mains des voleurs. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Maryse Burgot et Dominique Bonnet. Attention, si des enfants sont à vos côtés, ces images peuvent choquer. Cet homme est le caméraman personnel du gouverneur de l'État du Zamfara au nord du Nigeria. Il se filme lui-même, se met en scène pour inviter le spectateur à s'asseoir confortablement et à regarder ce qui va suivre. Le film montre un homme allongé. Il vient de subir une anesthésie générale. Cela se passe dans la clinique du gouverneur sous sa responsabilité. Dans quelques secondes, les médecins qui s'affairent autour de l'homme endormi vont lui couper la main. L'homme s'appelle Bouba Bello Djangele, c'est un paysan. Pour avoir volé un bœuf, le tribunal islamique de la ville de Goussao l'a condamné à l'amputation de la main droite. Puis le film montre l'homme 8 jours après l'opération. Il dit qu'il remercie Allah pour ce châtiment qui l'aidera à retrouver le droit chemin. La voix tremble, l'homme est visiblement terrifié. Ainsi s'achève ce montage que seuls quelques proches du gouverneur avaient jusqu'à présent visionné. Dans les rues des villes du nord du Nigeria, on ne croise pas ces hommes amputés. La honte les a le plus souvent poussés à l'exil. Alors nous sommes allés dans un de ces tribunaux islamiques qui appliquent la charia. Ce juge a tout récemment condamné à l'amputation un autre paysan pour le vol d'une chèvre. Nous ne sommes pas autorisés à lui parler. Il a devant lui 4 jeunes, coupables d'avoir fumé du hashish. Ils sont passibles, entre autres, de 30 coups de fouet en public. Ce jour-là, faute de témoins, le juge ajourne le procès. À l'extérieur, l'homme chargé d'administrer les coups de fouet était pourtant prêt, c'est ici, dans la cour du palais de justice, qu'il exécute les sentences. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le ministre de la Justice explique doctement, mais sans fournir de statistiques, que la charia a largement fait baisser la criminalité.
Tous les gens ont peur d'être punis par ce système, parce qu'ils savent que c'est sérieux. Et cela concerne tout le monde, même les plus haut placés. Étrangement pourtant, seuls des hommes pauvres ont jusqu'ici été fouettés ou amputés. Les châtiments corporels ne sont pas toujours liés à une motivation strictement religieuse. En fait, les élites politiques du Nord se servent de la charia pour retrouver une virginité et faire oublier à une population misérable leur corruption. Vous le savez, le cas de Safiya Husseini, accusée d'adultère et passible de la peine de mort, mobilise la communauté internationale. Elle doit être jugée le mois prochain. Maryse Burgot l'a rencontrée. Nous verrons son reportage demain. L'Afghanistan à Kaboul, le nouveau drapeau afghan flotte sur le palais présidentiel. Noir, rouge et vert, couleur symbole de l'unité retrouvée après 23 ans de guerre. Ce drapeau avait en effet été adopté en 1964, en même temps que la Constitution qui établissait une monarchie parlementaire. Hamid Karzai a appelé à cette occasion les Afghans à se donner la main. Allusion au combat qui continue de sévir dans plusieurs provinces où les chefs locaux contestent le pouvoir central. Au Pakistan, une piste dans l'enlèvement du journaliste Daniel Pearl. La police a arrêté 2 personnes. Retour en France avec l'inquiétude des salariés de Gem+, près de Marseille. Gem+, c'est le leader mondial de la carte à puce, un des symboles de la réussite française en matière de nouvelles technologies. Le vent tourne. La société annonce ce soir 1000 suppressions d'emplois sur 6800 salariés, dont 2000 en France. Caroline Gauthier, Benoît Jourdan. Quelques syndicalistes à l'entrée, des salariés aux allées et venues discrètes. À Gem+, l'heure n'est pas à la colère, mais bien plutôt à la déception, presque à la résignation. Je ne m'attendais pas du tout, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'y suis, donc j'ai connu le bon et le très bon, mais je ne m'attendais pas à ça. Nous sommes trop nombreux, c'est donc la direction qui nous l'a dit, qu'on avait 3 embauchés en 2000, puisque c'était notre année euphorique, donc. Et bon, maintenant, il va falloir dégraisser, quoi. En France, 416 emplois vont donc être supprimés sur 2700. Le site de Gémenos comme celui de La Ciotat près de Marseille sont concernés. Un coup dur auquel les salariés s'attendaient plus ou moins. Année noire que cette année 2001. Un plan social déjà, valse des têtes à la direction et un chiffre d'affaires en recul d'une centaine de millions d'euros. Gem+ subit de plein fouet l'effondrement du marché des télécommunications. Pourtant, dès sa création en 88, l'entreprise s'était imposée comme le leader mondial des puces électroniques. 10 cartes à puces produites à la seconde dans ses laboratoires, 80% du marché orienté vers l'export, tout semblait alors possible. La belle époque est révolue. Le tunnel du Mont Blanc, mauvais sort ou volonté de temporiser. Il faudra encore 1 ou 2 semaines de travaux et de vérification avant l'ouverture. Et cela pour régler le problème des fissures apparues hier. Elles sont superficielles, déclare la société chargée du tunnel. Une nouvelle inspection était organisée aujourd'hui. Une Peugeot, une Toyota ou une Fiat chez le même vendeur, c'est un bouleversement de taille qui est annoncé dans le secteur de la vente automobile. La Commission européenne a présenté aujourd'hui son projet d'ouverture à la concurrence, projet qui préconise la fin des monopoles nationaux et des concessionnaires multimarques. Céline Crespi, Daniel Lévy. Et j'aurais voulu aussi le prix de la Polo. Ce client hésite entre 2 voitures de marques différentes. Ici, 20 enseignes sont représentées. Un point de vente légal uniquement parce que les voitures sont en fait vendues par Internet. Un stratagème bientôt inutile puisque Bruxelles veut permettre aux distributeurs de vendre plusieurs marques de voitures. Une libéralisation qui satisfait les consommateurs. Le fait de pouvoir trouver des véhicules de marques différentes dans un même lieu va permettre une diminution des prix. Mais cette diminution des prix sera très différente d'un pays européen à un autre. Nous, on se situe dans la moyenne, on aura une baisse des prix entre 5 sans doute et 10%. En France, les prix des marques nationales devront davantage baisser que les marques étrangères. La marge du concessionnaire, la part orange du gâteau, représente aujourd'hui jusqu'à 15% du prix de la voiture. Une marge qui va sans doute baisser. Certains concessionnaires espèrent se rattraper sur le volume. On ne perdra pas grand-chose. On pourra se permettre de diffuser plus de marques. Donc on fera donc plus de voitures, donc plus de marge. Marge peut-être réduite, mais plus de marge quand même. Maigre consolation pour les concessionnaires, à partir d'octobre, ils ne seront plus obligés légalement d'assurer le service après-vente.
Oui, les constructeurs critiquent ce projet. Pour eux, le meilleur moyen de réduire les écarts de prix entre pays serait d'harmoniser les fiscalités. La voiture pour les cancres, c'est peut-être pour bientôt. Vous ne confondrez plus le frein et l'accélérateur. L'invention arrive de Suède, la pédale unique. Reportage sur place, Martin Gouès, José Boulestex. L'avenir de l'automobile est peut-être ici, à Uppsala, au nord de Stockholm. Pour Sven Gustafsson, une seule pédale suffit pour conduire, avec la pointe du pied. On accélère, avec le talon, on ralentit. Vous accélérez normalement et vous ralentissez en poussant avec votre cuisse. Ce sont deux mouvements différents. Le pied ne quitte plus la pédale, contrairement à une voiture classique. Un geste qu'il faut savoir apprendre. N'écoutant que notre courage, nous avons pris le volant et après une centaine de mètres. Là, pour le moment, j'ai mal à la jambe parce que je suis pas très à l'aise. Je sens pas la pédale par rapport à une pédale d'accélérateur normale. Ça me fait très bizarre de ne pas avoir à changer le pied pour freiner. Le premier modèle a été monté il y a 6 ans. Aujourd'hui, 3 voitures de particuliers sont équipées. Les constructeurs auto sont encore sceptiques sur l'efficacité du système. Les constructeurs lisent aussi les revues scientifiques, mais le système semble bon, il a seulement besoin d'être testé un peu plus largement. Cette pédale unique permettrait de gagner 0,2 de seconde au freinage, c'est-à-dire 5 mètres à 90 km/h. Une idée que Sven Gustafsson aimerait voir rapidement loin des routes suédoises. Santé, 2 nouveaux cas de méningite en France. Un garçon de 5 ans a été hospitalisé à Annemasse, en Savoie. Et puis une femme est morte la nuit dernière à Toulouse. Le plan national du ministère de la Santé contre les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité en France. 180 000 décès par an. Au cœur de ce plan, le tabac. Il est question de durcir l'interdiction de fumer au bureau. Il est question aussi de supprimer la notion de cigarette légère. C'est une tromperie, estime le ministère. Sophie Rodier, Bernard Puissesson. Pour ces 2 jeunes filles, impossible de s'installer dans un café sans allumer une cigarette. En fumant des légères, Mélodie a le sentiment de préserver un peu sa santé. En fait, je pensais que fumer des légères, c'est moins grave, non? Légères ou pas, toutes les cigarettes sont nocives. Comme Mélodie, ils sont des milliers de fumeurs à commettre la même erreur. L'année dernière, 26 milliards de paquets ont été vendus. C'est 20 fois plus que dans les années 80. On vend sûrement 2 tiers de légère et 1 tiers de forte. Light, super light, ultra light, de la publicité mensongère pour ce cardiologue. Et vous avez fumé de manière régulière, vous n'avez jamais arrêté? Tous les jours, il fait passer des tests d'effort à ses patients. Souvent, leur cœur a été abîmé par le tabac, facteur aggravant des maladies cardiovasculaires. À 1 paquet par jour, vous multipliez par 3,5 le risque de faire un infarctus. C'est considérable. De la même façon, sur les maladies pulmonaires, en particulier le cancer du poumon, le risque est multiplié par 20. Pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, le tabac sera donc de moins en moins toléré. Dans les entreprises notamment, la loi E20 devrait être renforcée d'ici la fin de l'année. L'interdiction de fumer inscrite dans le code du travail. Je comprends qu'on n'ait pas envie, quand on est non-fumeur, d'avoir quelqu'un dans son bureau qui fume. C'est bien pour ceux qui ne fument pas, mais c'est très contrariant pour les fumeurs, c'est clair. D'ici 2010, avec ce plan, le gouvernement espère réduire de 20% le nombre des maladies cardiovasculaires en France. L'école, comment restaurer les valeurs du civisme dont on parle beaucoup? Peut-être en réhabilitant la Marseillaise, un livre et un CD qui présentent son histoire et ses différentes versions, y compris celle de Serge Gainsbourg, seront dévoilés officiellement demain. Tiré à 72 000 exemplaires, il est prévu de les distribuer dans les écoles, les collèges et les lycées. Claude Poznanski, Frédéric Pasquet. C'est un petit livre de 60 pages. Il retrace toute l'histoire de la Marseillaise, depuis sa création en 1792 jusqu'à nos jours. Un historique en images et en musique, car à ce livre est joint un CD. La mode est en compilation, la Marseillaise n'y échappe pas. Façon air d'opéra, façon grandes orgues, façon Gainsbourg.
Et pour la façon jazzy, le groupe des élèves du lycée Claude Monet à Paris s'y est essayé cet après-midi. C'est important d'apprendre la Marseillaise à l'école, comme d'apprendre Victor Hugo ou de connaître tous les autres auteurs, Baudelaire ou je ne sais qui, quoi. Bien sûr que c'est important. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire de la France. Ça me paraît pas un bon choix pour représenter la France, pour représenter la culture française. Ne serait-ce qu'au niveau de la violence des paroles et d'autre part du fait qu'on ne tient absolument pas compte de la diversité culturelle française. Je sais que c'est dans la culture, mais c'est pas quelque chose qui est complètement imprégné chez moi, quoi. Je peux pas dire que je suis fière de chanter la Marseillaise. Distribuée gratuitement à partir de mars à 72 000 exemplaires dans tous les établissements, cette histoire de la Marseillaise va tenter de séduire les plus sceptiques. Les sciences, les dinosaures carnivores étaient des sprinteurs. Ils couraient aussi vite que des gazelles. Ça amuse beaucoup nos invités. C'est une découverte sérieuse faite par des scientifiques britanniques grâce à des empreintes de pas d'un mégalosaure fossilisé dans le sol, retrouvé sur le site d'Ardley près d'Oxford. Romuald Bonan et Vincent Ferreira ont suivi leurs traces. C'est le dernier indice laissé sur le lieu du drame. Des empreintes de 3 griffes fossilisées il y a 165 millions d'années dans du calcaire. Les traces du passage d'un dinosaure carnivore qui marche, puis tout à coup se met à courir sur plus de 180 mètres. La pièce à conviction qui manquait aux paléontologues, prouvant que certains dinosaures, comme des mégalosaures, des animaux de près de 2 tonnes, étaient capables de courir. Cette espèce de dinosaure devait mesurer environ 3 mètres de haut et plus de 7 mètres de long. Afin de déterminer la vitesse de ce dinosaure, les scientifiques ont dû comparer les empreintes fossilisées avec celles laissées par d'autres animaux. Comme par exemple les autruches ou les émeus, de grands oiseaux issus des reptiles. Des études qui montrent pour la première fois que les dinosaures pouvaient adopter différentes postures. Les pattes arrière très écartées et les griffes tournées vers l'intérieur pour marcher à 7 km/h, mais aussi de grandes enjambées en ligne pour courir jusqu'à une vitesse en pointe de 45 km/h, de nouvelles données capitales pour les spécialistes des dinosaures. On a l'empreinte donc de notre dinosaure qui change de vitesse, qui passe de la marche à la course, et un petit peu plus loin on a des empreintes de pas de 2 dinosaures herbivores. Alors, c'est de la science-fiction, mais peut-être que notre animal a aperçu 2 herbivores et s'est dit « Ah, il y a peut-être quelque chose à manger au bout, on y va et on se met à courir ». Un crime vieux de 165 millions d'années, mais pour en obtenir la preuve, les paléontologues vont poursuivre leurs fouilles. L'enquête ne fait que commencer. Cinéma avec donc un film phénomène, le rassemblement de quelques-unes des actrices les plus en vogue pour une comédie policière et loufoque. 8 femmes de François Ozon, au croisement d'Agatha Christie et du Grand Guignol. 2 des vedettes du film sont avec nous ce soir, Fanny Ardant, Catherine Deneuve. Merci. D'abord, je propose de découvrir avec nous la présentation du film. Marie-Jo Jouan, Alain Locassio. 8 des plus belles actrices françaises. Un casting rêvé par un jeune réalisateur de 34 ans, au nom prédestiné François Ozon. Une maison bourgeoise, isolée en pleine campagne. À l'intérieur, le corps d'un homme assassiné et 8 femmes. Mère, épouse, fille, sœur ou bonne. Parmi elles, une coupable. Un scénario comme un jeu de Cluedo, efficace. Je me suis rendu compte que le projet serait beaucoup plus intéressant avec des actrices très connues, parce que le film pouvait ainsi être lu à plusieurs niveaux, à la fois comme un film, une intrigue policière à la Agatha Christie que tout le monde peut suivre, et en même temps ça devenait un film sur les femmes et sur les actrices entre elles. Ne pas se fier aux apparences, le tournage a été démocratique et chacune égratignée de la même façon. J'avais construit avec chacune un lien particulier, et le fait de les avoir toutes ensemble, je me suis dit, il va falloir que je me coupe en 8, comment je vais faire. Donc j'ai un peu paniqué, et puis petit à petit les choses se sont mises en place. Voleur! Très bien. Alors, sur ce film, peut-être j'étais un peu plus autoritaire que les films précédents, parce qu'il fallait pas que je perde le pouvoir. Génération confondue par les secrets de famille, séduction ou ambiguïté sexuelle, Ozon, avec une ironie tendre et décalée, explore l'âme féminine. Les couleurs sont en technicolor pour le kitsch de l'époque et les stars, un peu moins stars, chantent des tubes des années 60. Et moi, la fille libérée, de quoi? Confondant le jour et la nuit. Voilà, un peu moins star, mais star quand même. Alors, 8 stars, on a du mal à imaginer l'ambiance sur le tournage et dans les coulisses. Est-ce qu'il n'y avait pas un climat de concurrence, par exemple, entre vous, Catherine Deneuve?
Non, enfin on s'était pas consulté avant, mais franchement non. Non, c'est vrai que ça donne pas beaucoup prise à ce genre de... On nous a posé la question beaucoup au début, puis je crois que très vite tout le monde s'est rendu compte que c'était pas vraiment l'actualité du film, parce que on était en groupe et je crois que c'est vrai qu'il y avait plus une atmosphère de pensionnat que de complicité. Ah oui, mais franchement honnêtement oui. Parce qu'on dit les égos des stars. D'abord, on n'est pas des stars, on est des actrices, puis on était 8. Vous savez, 8, ça devient une somme, c'est plus... Enfin, je sais pas, c'était vraiment différent quand même. Vous, Fanny Ardant, on dit que vous étiez assez réticente. Vous dites, j'aime pas trop les colonies de filles. Vous avez dit ça à l'Agence France Presse. Oui, et puis je me suis trompée, parce que c'est vrai que... Ça, c'est Fanny, voilà. Oui, parce qu'on m'avait présenté ça sans hommes, alors j'ai dit des femmes entre elles, et puis... C'est vrai que c'est pas très naturel. Mais le cinéma, c'est très concret. Alors on se retrouve avec une scène, plus une scène, plus une scène, et de ces 8, elles se transformaient en une plus une plus une. Et tout. Moi, j'ai un très bon souvenir, comme du champagne. Est-ce que c'est flatteur quand même d'être dans un film comme ça? On a l'impression un peu d'appartenir finalement à quoi? J'allais dire presque une élite. On a choisi les stars, on a choisi les vedettes, les actrices. On n'a pas été choisis parce qu'on était des stars, parce que d'abord c'est un mot qui un peu quand même. Mais non, mais aussi parce que si vous voulez, François Ozon voulait faire un film où il avait des personnages et enfin il connaissait les personnages, il voulait trouver des actrices qui correspondaient à ces personnages. On pourrait refaire la distribution, peut-être pas ici ce soir, mais la semaine prochaine si vous voulez. On pourrait très bien imaginer d'autres actrices dans nos rôles. Il y aurait au moins 2 ou 3 distributions possibles, je pense, pour ce film. Non, c'est pas du tout. Simplement, il a été, c'est comme c'est quelqu'un d'intelligent et de très malin. C'est vrai que je crois qu'il a su très bien se servir de ce que nous avions déjà fait au cinéma avant dans d'autres films, ne pas lutter contre, parce que c'est vrai que les actrices connues, on se dit toujours, mais il y a une espèce de flottement comme ça par rapport à d'autres films qu'on a fait avant, donc il s'est servi de ça, il y a des références, et même quand il n'y a pas de référence, il s'est servi, je veux dire, de notre notoriété d'actrice. Lui, il dit quand même, il y a eu un peu de tension, et il dit, je me suis cantonné dans un devoir de neutralité pour pas avoir l'air de privilégier l'une par rapport à l'autre. Mais ça, c'est peut-être lui qui l'a vécu comme ça, mais franchement, nous, on l'a vécu comme une... Enfin, peut-être que lui, il était dans cet état-là, puis c'est normal, c'est quand même lui qui portait le film, il était en plus cadreur, c'est vraiment un projet qui lui appartient complètement, donc je pense que c'était plus difficile pour lui que pour nous. Ça, c'est le plaisir d'être actrice, moi, je trouve, quand même. Vous trouvez pas? C'est qu'on est interprète, on arrive, on fait les choses, on n'a pas cette responsabilité de décision, de tenir les choses. Je pense aussi que la perversité de François, il savait bien ce côté, le cliché de l'électricité entre des femmes ensemble dans un vase clos. Alors, il a dû être un peu déçu, quand même. Oui, ou c'est comme si vous me faites un match de boxe. Vous imaginez toujours que les 2 hommes se détestent, mais ça fait partie du plaisir. Mais au fond, finalement, il n'y avait pas tout ça. Vous avez aimé chanter? Oui. Je crois que toutes les actrices aiment chanter. Tous les acteurs ont envie de chanter. C'est quelque chose de tellement agréable, de tellement physique, de tellement direct. Tout le monde était toutes les actrices, je crois, étaient très très contentes d'interpréter une chanson. Alors il y a une scène qui est une des scènes fortes du film. D'ailleurs, on s'est bien gardé de nous en laisser un extrait. Où vous allez voir le film. Où vous disputez, où vous crêpez le chignon, et puis finalement, ça termine enlacé fiévreusement sur la moquette avec un baiser torride. Ah bon? Ah bah je oui. n'étais pas là, moi. Non, moi non plus. Est-ce qu'on s'y prépare spécialement une scène comme ça? Pas évident quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a 20 ans, ça aurait peut-être fait beaucoup parler. Aujourd'hui, c'est plus naturel, mais quand même. À mon avis, ça va faire parler quand même. Enfin, j'espère. Je pense aussi. Parce que c'est quand même pas tout à fait, d'autant plus qu'elle part d'une chose dramatique pour devenir une chose violente, et elle se termine par en effet une scène, c'est une chose assez sensuelle, et se terminer un peu encore. Sensuelle. Et se terminer. Ah bon, vous appelez ça comment vous alors? Je sais pas. Sexuel quand même pas. Non, pas tout à fait. Presque. Et puis ça se termine en comédie presque, parce que l'arrivée des filles qui reviennent, qui nous découvrent comme ça. Donc c'est totalement... Il n'y a pas un peu d'appréhension avant une scène comme ça? J'appréhendais beaucoup, si. Mais autant de se battre, parce que pour se battre, il faut savoir se battre. Et moi j'avais très peur de faire mal à Catherine. Oui, parce qu'on n'est pas des professionnels cascadeuses. Et c'est vrai que ça, c'est une crainte qu'on a toujours. Donner une gifle, par exemple, c'est épouvantable, je trouve, au cinéma. On a beau vous expliquer comment arrêter le geste, c'est toujours, je trouve, une crainte terrible, ça, la peur de faire mal, alors que dans la vie, si ça arrive, bon, ça arrive. Plus compliqué que de jouer un baiser. De gifler? Ah oui, je préfère un baiser qu'une gifle. De toute façon, dans la vie, je préfère un baiser qu'une gifle. Mais je préfère donner un baiser, franchement, qu'une gifle. Ah oui, c'est très difficile d'être agressif sur commande. Vous connaissiez, vous aviez jamais tourné ensemble? Jamais. On se connaissait un peu, mais on n'avait jamais tourné ensemble, non. Mais moi, je ne connaissais aucune des actrices. Je n'avais jamais tourné avec aucune. Et ça aussi, ça fait partie du plaisir. Parce qu'on se voit de loin, et puis tout d'un coup, on s'est retrouvés dans ces équations-là. Et moi, je me suis dit, j'aurais aimé aller plus loin, plus profondément.
avec chacune. Moi, je crois que ce que j'aurais aimé, c'est qu'on tourne le film en extérieur, c'est-à-dire qu'on ne soit pas à Paris, ce qui fait qu'on aurait pu se voir le soir, qu'on aurait pu être dans le même hôtel, et ça, c'est le plaisir, je trouve, des tournages quand on n'est pas à Paris. À Paris, tout le monde retrouve sa vie, et voilà, j'aurais su un peu plus de choses de chacune. C'est idyllique ce que vous nous décrivez. Alors, Ah bon? Vous aviez tout envie de devenir amis. Ah non, non, c'est pas devenir ami, c'est se connaître. Partager un moment. Partager un moment, mais c'est surtout se connaître mieux, se connaître plus. Voilà, oui, ça et veut pas vous dire savez, devenir un ami. tournage, c'est pas comme une équipe de télévision. Un tournage, ça ne dure que 2 mois. Et c'est Oui, très ça, c'est intense. C'est un début, un milieu, une fin. Alors qu'il y a un phénomène de grandes vacances, on veut en profiter, parce qu'on sait qu'on se retrouvera pas. C'est pas le phénomène du bureau où tous les jours on va avoir les mêmes têtes. Donc, il y avait une sorte de joie éphémère dont on a bien profité. Et d'un mot, quand vous avez vu le film monter, première projection, vous avez retrouvé ce que vous aviez vécu? Non, c'était autre chose. J'ai eu une certaine surprise et il y avait plus de drôlerie que je ne l'avais vécu. Plus d'insolite aussi. Vous savez, quand on tourne pendant 2 mois, tous les jours, dans un décor unique, il y a forcément des moments, disons, un petit peu plus difficiles. Donc, je connaissais le scénario, mais je n'avais pas vécu exactement ce que j'ai retrouvé sur l'écran. Puis heureusement, parce que d'abord, il y avait un travail de montage formidable, et il ne reste que ce qui devait être dans le film. Mais c'est la quintessence, disons, de ce qu'on a fait qui reste dans le film, et c'est ça ce que j'aime d'ailleurs au cinéma. Moi, ce qui me frappe, c'est toujours le décalage entre un scénario et après chaque rôle interprété par, justement, Catherine, Emmanuel, Isabelle. Je trouve qu'il y a une histoire et puis après, une fois que c'est incarné sur l'écran, ça appartient exactement à celles qui l'ont incarné. Oui, un film, ça se déplace beaucoup entre le moment où on a lu le scénario, où on tourne, et le moment où le film arrive. Ça se déplace énormément, et heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 8 femmes, François Ozon, sorties demain sur les écrans. Merci. En bref, François Nourricier va quitter la présidence de l'Académie Goncourt pour des raisons de santé. C'est ce qu'il annonce aujourd'hui. Il en était le président depuis 6 ans. Rugby, soulagement pour Olivier Magne, suspendu pour 3 semaines finalement. C'était la sanction minimum après son mauvais geste contre l'Italie. Olivier Magne ne manquera donc qu'une rencontre du tournoi contre le Pays de Galles le 16 février prochain. Enfin, l'arrivée de la flamme olympique en Utah, partie lundi matin du Colorado. Elle doit remonter maintenant vers Salt Lake City durant la semaine. Elle sera portée par plus d'1 millier de personnes, arrivée jeudi à la veille de l'ouverture de ces JO d'hiver. Fin de cette édition, à suivre la météo. Patrice Drevet, attention donc au vent et à la pluie. L'info sur France 2, minuit 50, le dernier journal, Laurence Piquet, dès 6h30 Télématin. Et Françoise Laborde recevra François Bayrou, candidat UDF à la présidentielle dans les 4 vérités. On se quitte avec ces images de la clôture du Forum social mondial de Porto Alegre. Main dans la main, dans une grande ronde, la fête pour les milliers de participants. À demain.